Très bien. Ce que je vais vous proposer, on va tout simplement commencer ce webinaire. Je vais commencer par me présenter. Et comme ça va faire venir tout le monde. Bon, bah, dis donc, c'est excellent ça. Excellent, excellent. Bon, je vais démarrer. Ce webinaire est enregistré, donc il y aura forcément un replay. Donc, pour toutes les personnes même qui arrivent en retard, vous aurez loisir de regarder ça à nouveau. Donc, je vais me présenter tout simplement Me and My Boss. Hop là, excusez-moi, je rectifie. Hop. Voilà, je me lance. Donc, n'hésitez pas. Donc, je m'appelle Sébastien, je suis le cofondateur de Me and My Boss. Me and My Boss, c'est une solution de recrutement développée par des recruteurs sur un concept de recruteur masqué. Je vous expliquerai rapidement tout à l'heure, où on a réinventé la lettre de motivation, puis la manière de mettre en relation les candidats et les entreprises. Je suis moi-même ex-DRH dans le Finistère, donc c'est pour ça que quand je voyais Quimper tout à l'heure, j'étais sur Brest, j'ai créé mon propre cabinet de recrutement qui s'appelait le cabinet Osvan, et en 2013, très axé sur les domaines de start-up, nouvelles idées, eh bien, on a cofondé Me and My Boss. Et aujourd'hui, on a un collectif de recruteurs présents sur toute la France, puisqu'on a franchisé notre concept et des entrepreneurs nous rejoignent pour représenter la marque Me and My Boss un peu partout en France, mais pas que. Voilà, donc je vous propose aujourd'hui d'échanger sur ce thème, comment être malin pour recruter dans un marché tendu, d'en discuter ensemble. Mon objectif est d'ouvrir les chakras, d'être pragmatique surtout, de ne pas faire de blabla et de pouvoir échanger. Donc, dans le fil discussion, vous n'hésitez pas à me poser vos questions et j'y reviendrai au fur et à mesure que j'avancerai dans le webinaire. C'est parti sur ce thème de malin pour recruter. Donc, on commence par la définition du mot malin qui signifie faire preuve de ruse. Donc, une action, une personne qui fait preuve de stratagème, d'inventivité pour contourner les obstacles. Et quand on parle d'obstacles, le mot est bien choisi dans le domaine du recrutement parce qu'on parle depuis des années de guerre des talents. Guerre des talents, beaucoup de chefs d'entreprise me disaient, voilà, c'est un peu, je disais un terme bullshit, ce terme-là, c'est marketé, guerre des talents, mais non, il y a une étude de McKinsey qui est sortie récemment justement sur cette guerre des talents. J'aime bien regarder ce qui se passe aussi à l'international parce que généralement, ça arrive en Europe, surtout ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, mais pas que. Et des études sont ressorties sur justement les entreprises qui aujourd'hui connaissent une forte croissance, sont capables justement de faire attention à cette guerre des talents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais c'est être capable d'attirer des gens chez soi, de les garder, de les fidéliser et de les faire grandir au sein de l'entreprise. Et ça, c'est assez nouveau et surtout, il faut être capable de l'entendre, d'injecter du budget pour le faire, parce que du coup, c'est un budget sur le côté humain. Obstacle, toujours pareil, vous avez pu voir l'été dernier aux États-Unis ce qu'on appelle la grande démission. La grande démission, c'est quoi? Ce sont des jeunes qui, tout simplement, sur TikTok, se sont enregistrés chez Walmart, par exemple, en train de démissionner, en prenant son smartphone et en disant bonjour, vous avez vu le manager qui est dans tel rayon? Ben, ce matin, il m'a fait pleurer, et donc j'en ai ras-le-bol, donc je démissionne, et ça a fait un buzz colossal, ce qui fait que d'autres jeunes ont suivi, se sont enregistrés, et ce mouvement-là, qui s'appelle la grande démission, est en train d'arriver en Europe. Je ne sais pas si il y a déjà eu la pandémie, on va voir si derrière ça va faire la même chose, mais en attendant, c'est ce que j'appelle moi des signaux faibles qu'il faut prendre en considération en matière d'obstacles. Troisième élément, on en a parlé sur le dernier webinaire, la pyramide de Maslow. Chose qu'on a vue à l'école il y a très 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 longtemps, qui aujourd'hui commence à prendre du plomb dans l'aile, mais pyramide de Maslow, je vous rappelle, on arrive dans ce monde avec des besoins au démarrage qui sont tout simplement de manger, de boire, de vivre, puis ensuite d'avoir un toit et un emploi, de la reconnaissance, derrière de monter, d'avoir un poste de plus en plus important et d'avoir une reconnaissance sociale. Eh bien aujourd'hui, on a une génération qui arrive sur le marché du travail tout simplement à un niveau différent de ce qu'on attend de nous. C'est-à-dire qu'on va l'attendre, nous, sur la valeur travail au démarrage, fait tes preuves et après on verra ce qu'il en est, avec une génération qui arrive directement sur la strate reconnaissance. Tout ça, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce sont des obstacles dans le domaine du recrutement avec des
manières de penser le recrutement qui sont différentes, surtout sur le emploi. Et je ne parle pas en ce moment du mouvement des tests sur la semaine de 4 jours et tout ce qui va avec. Donc, je vais vous proposer de vous différencier, de réfléchir, que chacun ait un outil pour sortir de l'océan rouge. Ça encore, c'est un terme de start-up qu'on avait vu sur le dernier webinaire. Ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, vous avez pu le voir sûrement, c'était au mois d'octobre ou septembre 2021, Pôle emploi a battu son record d'offres d'emploi, plus d'1 million. Ça veut dire quoi? Que demain, vous passez une offre d'emploi, ben vous êtes dans l'océan rouge, vous êtes dans la masse. Donc, comment sortir cette masse-là et se retrouver dans l'océan bleu? Hop, je prends en même temps, Pierre-André, les questions. Je vais y répondre juste après. Il n'y a pas de souci. C'est même génial. On va conserver un temps d'1 quart d'heure à la fin. Donc, comment sortir cet océan bleu? Je vais vous proposer de réfléchir, soit tout seul, soit en équipe, à travers ce qu'on appelle un outil, le Canva Stratégie. Canva Stratégie, c'est quoi? C'est simplement, par exemple, quand on a créé Me and My Boss, ou quand vous voulez justement sortir de cet océan rouge, vous allez regarder ce qui se fait sur le marché. Par exemple, nous, on a regardé ce qui se faisait sur le marché en termes de recrutement. Donc, quand j'ai marqué concurrent 1, 2, 3, en fait, on a regardé ce que tous les cabinets de recrutement pouvaient aujourd'hui proposer en termes de services. Les agences d'intérim, les groupes américains. On a listé toutes les solutions en fait, dans le domaine du recrutement. Et en haut, là, j'en ai sélectionné 5. On a mis la manière de postuler, la manière le service. Et on a mis un chiffre entre 1 et 5, à savoir que 5, c'est vraiment traité de manière très qualitative. Et 0, pas forcément, ce n'est pas une priorité pour l'entreprise. Eh bien, ce canevas stratégique, on va l'adapter au recrutement. C'est-à-dire que vous, pour réfléchir de manière pragmatique, vous pouvez même faire un atelier en mode post-it. Regardez en fait les entreprises qui recrutent les mêmes profils que vous, les mettre en concurrent 1, 2, 3, 4, etc. Et je vous propose de se focaliser sur 5 aspects. Vous pouvez en rajouter un sixième, un septième, mais pour ce webinaire, au moins sur la communication de votre marque employeur. On va y revenir, je vais vous prendre des exemples. Faire savoir que l'on recrute, à savoir qu'une fois qu'on a un besoin, vous vous souvenez, Océan Rouge, comment je fais pour sortir? Et donc là, il va falloir innover, réfléchir pour pouvoir justement sortir de l'eau. La méthode pour postuler, arrêtez avec le contact @wenadoo.fr pour envoyer votre CV plus lettre de motivation, qui peut être un frein. L'expérience de l'entretien de recrutement et aussi le post-recrutement. Ça, il y en a très peu qui le font, mais ça peut engendrer de la recommandation. Donc, si vous faites ce canevas stratégique, vous allez étudier, regarder. Donc, c'est un travail de fond. Vous pouvez dispatcher en équipe sur comment les autres font dans votre secteur. Je vais prendre un secteur en ce moment où on est très présent dans le domaine de l'ameublement. Eh bien, on va regarder comment, pour recruter des commerciaux, des vendeurs dans le domaine de l'ameublement, des directeurs de magasins, comment les autres, tout simplement, font pour communiquer sur leur marque employeur. Est-ce qu'ils le font déjà? Est-ce qu'ils passent des annonces? Est-ce qu'ils font des événements? Savoir qui recrutent? La méthodologie pour postuler, etc. Et vous allez mettre des notes, d'accord? Et forcément, là où il y a des 1 partout, vous allez dire, là, j'ai ma carte à jouer. Parce que dans la communication sur la marque employeur, ils sont tous, par exemple, à 1. Eh bien, nous, on va être à 5. C'est ce qui va nous permettre de nous différencier et de sortir de l'océan rouge. Je continue avec des exemples précis. Sur la communication, sur la marque employeur. Quelques outils. Je vous recommande vivement ce livre qui s'appelle « Trouver son pourquoi ». Simone Sinek, j'en parlais aussi sur un autre webinaire. Dans le langage startup, vous entendrez peut-être c'est quoi ton why? Mon why, c'est surtout pourquoi je me lève le matin. Pourquoi je me lève le matin? Ça peut paraître complètement anodin. Certains vont dire, j'en ai qui m'ont dit, non mais Sébastien, n'importe quoi, je viens bosser. Non, c'est réfléchir pourquoi je viens bosser. Et ce monsieur, Simone Sinek, a fait pas mal de TED. Si vous ne connaissez pas TEDx, je vous encourage à aller découvrir ça sur Google. En fait, c'est un format où des gens montent sur scène pendant 18 minutes et expliquent une expérience de vie. Et donc, ce monsieur, Simone, depuis 10 ans, prêche la bonne parole pour montrer, par exemple, avec le triangle d'or, la différence entre Apple et Dell, où Apple vend une manière de se comporter, penser différemment, alors que Dell vend des ordinateurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais ce fameux Why, ce livre vous permet de vous donner des idées d'ateliers
sur le prochain séminaire, par exemple, que vous allez faire, plutôt que faire du paintball ou du karting, vous pouvez faire les deux, mais aménagez-vous un temps pour travailler ce pourquoi avec les équipes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez sur des post-it, par exemple, je vais le réduire au maximum, mais réfléchir à qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous avez pris du plaisir dans votre travail. À quel moment vous vous êtes dit waouh, ça, j'aime bien. Par exemple, chez Me and My Boss, ça va être, on a fait cet exercice-là forcément, ça va être à un moment donné quand on a un chef d'entreprise qui nous a dit waouh, si j'avais regardé le CV, j'aurais jamais recruté cette personne-là. Ou inversement, une RRH depuis peu là qui nous dit, qui est partie dans le domaine universitaire, nous a dit oh, je ne savais même pas que ça existait, je n'aurais jamais imaginé travailler dans le domaine universitaire. Donc, tout ça pour dire que nous, on a travaillé notre why et chacun a des why un peu différents et l'objectif est de trouver un tronc commun à l'entreprise. Qu'est-ce qui fait que, et ce livre-là va vous aider à faire ça. Même chose, travaillez vos valeurs si ce n'est pas déjà fait. C'est un travail qui, des fois, peut paraître du ouais, mais c'est bon, on a nos valeurs. Non, il faut non seulement les écrire, mais les vivre aussi au quotidien. Pareil, sur un séminaire, n'hésitez pas à faire On a fait, par exemple, nous, des scènes de théâtre sur une des valeurs de Me and My Boss, c'est l'humain. Et donc, on s'est comporté, on devait tirer au hasard du rouge ou du vert pour savoir si on allait être dans la valeur ou pas dans la valeur. Et puis, jouer un genre de sketch devant tout le monde. Et ça nous guide au quotidien sur ces valeurs-là. C'est très, très important parce que ça va avoir un impact sur votre marque employeur. L'objectif de ce why et de ces valeurs, c'est de faire savoir à l'extérieur comment vous êtes à l'intérieur. Et donc, vous pouvez utiliser un outil qui est ce qu'on appelle un site carrière. Vous avez énormément de prestataires qui peuvent vous proposer la création de sites carrière. Mais si vous avez pas travaillé avant votre pourquoi et les valeurs, déjà, vous partez sur du marketing qui ne sera pas vraiment peut-être le reflet de ce que vous vivez à l'intérieur. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on a une génération qui est capable de véhiculer et de dire justement sur les réseaux si c'est vrai ou pas. Mettez pas des tables de ping-pong et des baby-foot si vous n'en avez pas ou si vous ne les utilisez pas. C'est Site Carrière, un des plus connus, j'ai aucune action chez eux, c'est Welcome to the Jungle, mais qui est très axé start-up. Mais ça vous donne un exemple, il y en a plein d'autres. Je vous laisserai regarder ça. Donc, ce travail-là, c'est comment aller regarder ce que font les autres, créez-vous un site carrière et via des ateliers sur les prochains séminaires. Je vois les questions qui commencent. Attention à ne pas tomber dans l'affichage pur au niveau des valeurs, exactement. Il faut qu'elles soient vécues et expliquées. Limite, s'il y a des témoignages, c'est encore mieux. Il faut que ça soit vraiment, que ça transpire la vérité. Derrière, je prends quelques exemples là-dessus sur deux marques qui ont des marques employeurs où ils en parlent beaucoup. Et j'ai choisi ces deux-là parce que je suis assez fan de la communication tout court qu'ils peuvent avoir avec Burger King. Un jour, je pense que je vais prendre le temps de les démarcher. Mais Burger King, c'est des exemples typiques en termes de com sur la marque employeur avec, quand vous voyez des 4x3, si vous voulez qu'on ouvre encore plus vite, recrutement Leader Academy, c'est même pas Academy, c'est Leader Academy. Ça se joue sur des mots, ça se joue sur des interprétations et ils sont connus, Burger King, pour, avec pas grand-chose, être capable justement de communiquer. Vous pouvez aller voir leur site carrière. Vous allez voir, c'est le fait de chauffer votre CV. On le retrouve à toutes les étapes et je trouve ça assez génial. Sixt, par exemple, dans le domaine automobile, eux, pour communiquer sur leur marque employeur, ils ont carrément créé un événement. On viendra après sur la manière de postuler, mais vous veniez sur un genre de mini-salon avec, par exemple, 50 postes en CDI à pourvoir et vous aviez carrément un barbier, un bar sur place. Enfin, tout était fait pour justement continuer avec la communication qui est faite sur « je te veux » dans mon équipe, qu'on peut retrouver et qui peut prêter à sourire sur justement les réseaux sociaux. Ce que je veux dire par là, c'est que sur la marque employeur, plus vous êtes dans la sincérité et dans ce qui vous reflète, plus vous allez attirer les gens qui vous ressemblent. Puisque le défaut, des fois, c'est justement de marketer un peu trop sur des choses qui ne nous ressemblent pas et du coup d'attirer des gens qui ne vous ressemblent pas. Donc, je reviens à Canevas stratégique, communication marque employeur.
Autre deuxième étape, ah oui, Decathlon, parce que j'ai aimé aussi la manière de communiquer sur leur marque employeur, forcément Decathlon, le sport, mais regardez le type de message qui est envoyé sur leur site carrière. Faites bouger le monde est un sport collectif prêt à oser. Vous êtes dans les valeurs sportives, vous êtes dans le collectif, ça vous parle direct. Vous dites, ah ouais, ça me parle. Et je vois Andrea qui nous dit la communication sur la marque employeur doit être ciblée aux typologies de profils que nous souhaitons recruter également. Il faut savoir à qui s'adresser avec le bon langage. Exactement. On a vu ça sur le dernier webinaire. On va carrément emprunter au marketing les personas, de savoir ce qu'ils pensent, etc., etc. C'est pragmatique encore une fois. Et on va la communication et le recrutement depuis quelques années, je ne vais pas dire qu'ils ne font plus qu'un, mais on est sur ce chemin-là. Ensuite, faire savoir que l'on recrute. Faire savoir que l'on recrute, c'est sortir de l'offre d'emploi classique. Je vous ai pris quelques exemples qui m'ont fait sourire, mais je prends par exemple à la fois le grand groupe et la petite entreprise. D'un côté, Areva, message simple, clair, il y a ceux qui rêvent de refaire le monde et il y a ceux qui nous envoient leur CV. C'est sorti déjà il y a quelques années, mais je voulais le partager avec vous. Pourquoi ? Puisque si on est capable, encore une fois, de faire preuve sur un brainstorming d'idées, sur une simple phrase, on peut être impactant. Sur une simple phrase, on peut interpeller les personnes et les profils que l'on va viser. Aujourd'hui, on a des outils autres que les sites d'offres d'emploi, les régies publicitaires, ce qu'on appelle le display, entre autres, et même le recrutement programmatique. C'est de prendre ce message-là et de le mettre sous les yeux des personnes que l'on vise. Donc, ça devient accessible pour des budgets qui ne sont pas non plus énormes, sauf si on cherche à recruter en masse partout en France. À droite, vous avez envie de travailler avec le sourire, avec des horaires de fonctionnaires et un salaire de ministre. Appelez-moi au 06. C'est justement dans le domaine de la carrosserie avec une pénurie de profils. Pourquoi je vous montre ça? J'ai vu ça avec, par exemple, à Orléans, une autre entreprise qui s'appelle ABA, avec Alain, qui, pareil, a fait du 4x3, il est dans le BTP, aménagement de bureau, et a fait ce même type, justement, d'affichage pour se démarquer. Lui, axé sur la semaine de 4 jours, en fait, travailler pour le même salaire 4 jours et non 5, avec énormément d'avantages pour capter des profils et capter l'attention. Donc après, est-ce que ça donne des résultats? Est-ce que c'est faire venir des gens qui vont plus être motivés par juste le côté horaire de fonctionnaire et non pas par le why, le pourquoi? Ça, c'est un autre débat. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez taper sur Google annonce originale, vous allez avoir énormément d'idées. L'objectif, c'est que vous puissiez vous sortir de l'océan rouge en communiquant sur vos recrutements de manière justement autre. Deux autres exemples. Drupal, par exemple, si vous êtes sûr que Drupal est le nom de la nouvelle ligne de meubles IKEA, cette annonce n'est pas faite pour vous. On prend la chose dans le sens inverse. J'ai trouvé ça excellent parce que du coup, ça interpelle. Encore une fois, une phrase choc, quelque chose de simple, épuré, au bon endroit, visible par les bonnes personnes et ça a de l'impact. À droite, Annemasse, la ville d'Annemasse, pareil, qui cherche donc valorisation du profil, super animateur, super animatrice, et qui va faire des affichages. Donc là, par contre, il faut forcément un peu de budget, mais c'est encore une fois pour vous ouvrir les chakras et voir ce qui peut se faire tout simplement en matière de recrutement. Donc, faire savoir que l'on recrute. Je vous explique comment nous, on fait chez Me & My Boss aussi pour justement le faire savoir qu'on recrute. Je vous le disais en préambule, nous, on joue à l'entreprise mystère, c'est-à-dire qu'on propose au candidat, on cache l'identité de l'entreprise et on lui dit, on vous propose de jouer un petit jeu, vous répondez à une question, en échange, on vous donne un indice et au bout de 5 indices, tadam, on vous révèle l'identité de l'entreprise. Et on s'amuse avec ces visuels, vous pouvez voir, qui sont, que ce soit reconnaissable avec un masque, un peu le recruteur masqué, où on va détourner la publicité pour aller mettre ça dans le fil d'actualité des profils que l'on vise. Par exemple, je dis les chargés de compte assurance en bas à droite avec Philippe qui est sur Lyon, eh bien, on va aller cibler, que ce soit sur LinkedIn, Facebook ou même sur des bases de données, des personnes qui sont dans le domaine de l'assurance. Et tant qu'ils n'ont pas cliqué dessus, c'est ce qu'ils appellent du retargeting. Je trouve ça magique. Mais voilà, on sort du lot de l'océan rouge pour se rendre visible de la bonne personne au bon endroit avec le bon message.
Et nous, on a choisi l'axe de la curiosité humaine pour faire cliquer. Et Dieu sait si la curiosité humaine fait faire énormément de choses. Troisième aspect du canevas stratégique, la méthode pour postuler. Vous savez que la plupart du temps, c'est CV plus lettre de motivation, de ce qu'on peut retrouver à contact. Et le CV, je ne vais pas dire que c'est un frein, mais si vous voulez capter des gens qui sont en veille ou qui ne sont pas forcément en veille, mais qui, en voyant votre annonce, se disent tiens, ça m'interpelle et j'ai envie d'aller plus loin, n'ont pas forcément leur CV sur eux. Et donc, il faut peut-être être capable de le faire en 2 fois, c'est-à-dire une première fois être capté, faire accrocher la personne et lui demander son CV après, si vous voulez aller plus loin, ou son profil LinkedIn s'il est forcément bien rempli. Je vous partage par exemple Typeform. Typeform, c'est, de mémoire, je crois que c'est 20 € par mois la solution de base. Ce sont une manière de formulaire, de questionnaire, d'échange, par exemple, que vous pouvez paramétrer. Vous avez des templates qui vous sont proposés. Allez regarder de ce côté-là, puisque c'est assez professionnel et ça donne justement accès à postuler, à poser quelques questions ou à échanger ou à vous permettre de vous vendre un peu sur ce qui se passe dans votre entreprise, sur ce que vous proposez pour attirer les profils. C'est extrêmement bien fait, c'est professionnel, ça peut être du Google Form aussi, mais je trouve que Typeform est un peu mieux fait. Mais j'ai aucune action chez eux, c'est plus, encore une fois, pour ouvrir les chakras et être malin pour recruter. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, vous faites savoir, quand ils cliquent, c'est toujours bien d'avoir une interaction avec les personnes. D'autres choses ça fait plus de 10 ans que ça se passe, mais je veux le partager aussi avec vous. GFI, qui n'est pas une petite société, mais ils font des soirées poker. Voilà. C'est-à-dire qu'on se sert du jeu pour désinhiber un peu les candidats, les faire entrer dans une relation avec des managers qui vont se prêter au jeu, où on va prendre le prétexte du poker pour tout simplement faire connaissance et créer des liens. Là, c'est du poker, mais vous pouvez, si vous regardez dans la presse, vous voyez dans certaines régions de France, il y a des initiatives où on est carrément sur des tournois sportifs, où les recruteurs sont mélangés avec les candidats. Il y a un côté... pareil, entreprise mystère, puisqu'on ne sait pas qui est recruteur et qui est candidat. On le sait qu'à la fin de la journée, mais ça permet de faire connaissance dans un contexte qui est le sport, tournoi, le jeu, pour, encore une fois, désinhiber et voir la personnalité et voir les adéquations. Soirée poker, vous avez aussi les soirées dans des bars, des pubs, des opérations séduction. Donc, encore une fois, suivant les profils que vous voulez rencontrer, le nombre de recrutements que vous avez à faire, ce sont des événements qui peuvent être faits pour rencontrer encore une fois les gens. Je me répète sur une chose à chaque fois, c'est que l'entretien de recrutement, il y a quelques années, dans beaucoup de cabinets, on prônait le fait de faire des recrutements distressants. Quand je dis stressant, c'est quoi? On estimait que le candidat, quand il allait être en poste, il allait être stressé. Et quand on est stressé, on a une personnalité qui est différente du quotidien. Et donc, pour voir comment le candidat va réagir dans l'entreprise sur son futur sur son futur poste, là où il va stresser, eh bien, on va le stresser en entretien de recrutement. Comme ça, on va voir sa personnalité à ce moment-là. Sauf que la donne a changé depuis quelques années et c'est plutôt l'inverse. Plus vous mettez le candidat en situation à l'aise, en confiance, plus il va se confier et vous donner des billes. Et vous, en tant qu'entreprise, en tant que manager, vous allez pouvoir voir, en recrutant cette personne-là, voilà ce qu'il va falloir que je lui apporte pour qu'elle soit performante. Donc, ces opérations séduction, ces speed job, ces speed recruiting, forcément, on en voit fleurir un peu partout, même si avec la pandémie, il y a eu une pause là-dessus. De notre côté, je vous explique rapidement comment on fait. Vous avez vu, on les attire en cliquant curiosité humaine et en fait, on les fait entrer dans une conversation asynchrone. Quand je dis asynchrone, c'est que simplement on a préenregistré des réponses. Comme on leur cache l'identité de l'entreprise, on évite la lettre de motivation où la personne va sur le site, se renseigne et nous dit ce qu'on a envie d'entendre. Et on les fait passer dans un parcours en 5 étapes où le démarrage, c'est créer la conversation. Donc, on part sur l'histoire. On demande au candidat de nous raconter quelque chose qui n'apparaît pas dans son CV.
Il va se livrer plus ou moins sur cette première question. Et dans l'indice 1, nous, recruteurs, on va expliquer l'histoire de l'entreprise, d'où elle vient, si ça a commencé dans un garage, est-ce que c'était une histoire familiale, est-ce que c'était, etc., etc., etc. Et cette histoire-là, le candidat va la découvrir dans l'indice 1. Deuxième étape, on va le projeter sur le poste. Vous êtes directeur financier d'une holding de 10 sociétés. Avec des rachats externes, vous avez carte blanche pour organiser vos tableaux de bord. Qu'est-ce que vous faites? Je prends cet exemple-là, mais ça pourrait être, vous êtes commercial dans un magasin de meubles. Nous sommes samedi, il est 10 heures, des clients arrivent, vous avez carte blanche, comment vous vous organisez? On projette le candidat sur le poste pour que psychologiquement, mais il ne connaît pas la fiche de poste. Et c'est dans l'indice 2, en fait, une fois qu'il aura répondu, qu'il va découvrir le poste avec un écrit un peu parlé, des prénoms sur l'entreprise pour humaniser encore le système. Troisième étape, c'est l'apport mutuel. Maintenant que vous connaissez notre histoire et le poste, qu'est-ce que vous pensez pouvoir nous apporter en termes de valeur ajoutée? Et inversement, tout simplement, l'entreprise doit dire ce qu'elle va apporter. Je prends les experts comptables, si nous avons des experts comptables avec nous. Souvent, en ce moment, il y a une pénurie justement de comptables hein, et vous avez tendance à vous les piquer les uns les autres. Et quand on vous pose la question de qu'est-ce qui ferait qu'il viendrait chez vous et pas chez votre confrère, eh bien, des fois, on n'a pas forcément de réponse. Donc, c'est bien réfléchir à la valeur ajoutée. Souvenez, guerre des talents, accompagnement, gestion de carrière, fidélisation, tout ça, ça devient primordial dans la croissance d'une entreprise. Donc, vous avez vu qu'il y a plus de gens en bas parce que dans notre système en fait, conversationnel, eh bien, des gens arrêtent au fur et à mesure puisqu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas faits pour le poste et donc chacun gagne du temps. Et on arrive à l'étape 4 où on se sert d'excuses de la question insolite, c'est-à-dire qu'on prend des questions dites à la Google, complètement décalées, où on explique au candidat, on vous propose de répondre à cette question-là, et en échange, des gens de l'entreprise vont y répondre également. Donc, ça peut être, voilà, demain, vous êtes un super-héros, quel serait votre super-pouvoir, en allant jusqu'à pourquoi les balles de tennis sont-elles poilues, vous êtes dans un couloir, un éléphant est au milieu, vous devez passer de l'autre côté, comment vous faites? Tout ça est fait pour sortir de sa zone de confort et surtout découvrir que Olivier, le dirigeant, a répondu ça. Sylvie, la dirigeante, a répondu ça. Et d'un seul coup, on se met au même niveau que le candidat, humilité, et on va révéler le nom. Et cinquième et dernière étape, on détecte la motivation. Maintenant, vous savez qui on est. Est-ce que vous vous projetez chez nous? Et si oui, pourquoi? Je vous montre ça, puisque en fait, le côté malin, on a été chercher pendant les bons curseurs, les bonnes questions. On n'a pas fait de la vidéo, parce que l'enregistrement vidéo, on perdait des gens. On s'est aperçu que le fait d'écrire, ça permettait de rassurer. Mais derrière, on a développé un logiciel qui permet, comme un WhatsApp, aux candidats, dans un premier temps, de répondre aux questions, de découvrir les indices, de découvrir l'entreprise de l'intérieur, et dans un deuxième temps, ou sauf s'il a son CV sous la main, de nous envoyer son CV. Et derrière, avec un logiciel, on est capable de partager avec l'entreprise ce recrutement. Je voulais vous montrer en fait ces différentes méthodologies, encore une fois, pour créer aussi des idées et être malin dans ces recrutements. Sur la partie expérience de l'entretien de recrutement, je prends ces 5 icônes. Pourquoi? Parce que j'en parle à chaque fois. Alors, je vois que ça pose des questions et je vais y revenir juste après. Sur l'expérience de l'entretien de recrutement, ces 5 icônes, ça paraît tout bête, mais c'est mémotechnique, à savoir qu'avant de recevoir un candidat, soyez conscient d'une chose, c'est que le candidat, quand il sort, il va communiquer sur les réseaux sociaux, le samedi soir s'il sort, en famille, avec des amis, il va parler de l'entretien de recrutement qu'il a fait avec vous. Et pour ça, il faut qu'il y ait son inconscient et le conscient est un souvenir agréable de ce qu'il a vécu en termes d'expérience. Donc, on peut se remémorer ce que j'appelle moi les 5 sens. C'est très basique, mais à chaque fois, il faut y penser. Combien de fois, avec notre collectif de recruteurs, on va faire des recruteurs et on vient en avance et on s'aperçoit qu'il y a une ou deux choses. Je m'explique. La vue, par exemple. La vue, c'est tout simple. C'est on accueille le candidat. Ça paraît une lapalissade, mais dans un endroit qui est propre. On ne va pas dans un endroit où il y a une tonne de dossiers, ou pas rangé, encore moins dans le débarras, bien entendu, mais je préfère le préciser. Parce que sincèrement, quand on arrive dans une salle où c'est hyper agréable à la vue, déjà inconscient, paf, le candidat est marqué. Les premières secondes sont hyper importantes. Et même si vous ne le recrutez pas derrière, souvenez-vous, marque employeur, il le dira. Louis, on va dans un endroit où on est isolé, pas à côté de travaux, pas à côté de la route, pas ambiance zen, encore une fois l'inconscient. Je passe rapidement.
L'odorat, on évite les salles de réunion après un brainstorming où ça sent la réflexion à plein nez, on a oublié d'aérer. Combien de fois on arrive dans des salles, on dit ah ben nous on a réservé pour un entretien de recrutement, on arrive avec le candidat et waouh, on aère parce que voilà. C'est basique, c'est tout simple, mais je vous assure que ce sont des petits détails qui font la différence. Le goût c'est quoi? C'est penser à offrir un café, un thé, un verre d'eau à la personne qui arrive en entretien. Beaucoup y pensent et quelques-uns n'y pensent pas. Pris dans le quotidien, dans le hop, je passe d'un rendez-vous à un autre, asseyez-vous, il n'y a même pas on brise même pas la glace, c'est bonjour, alors vous êtes là, tac, 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 pas de café, pas de thé, c'est hyper important au démarrage pour justement, vous vous souvenez, entretien, plus on est dans la confiance, plus on est à l'aise et plus on aura d'informations derrière. Et le toucher pour finir, on n'hésite pas à mettre une plaquette sur le bureau ou si on a un produit physique qu'on peut mettre, dans une entreprise, ils ont des capteurs sans fil, mais on met le capteur sans fil sur la table pour que le candidat puisse toucher. Voilà. Tous ces éléments-là, ces 5 sens vont le rassurer, vont le mettre dans de bonnes conditions et derrière vont laisser une expérience positive. Donc, on en parle au manager, on se rappelle avant chaque entretien les 5 sens, c'est très facile à vérifier et comme ça, on évite les petites erreurs. Voilà sur l'expérience d'entretien de recrutement. Pour terminer, là-dessus, essayez, si vous avez le temps, d'innover. Je suis preneur de vos retours. On le fait par exemple avec l'INSA, Frédéric Sor, où depuis 2 ans, donc il recrute à un pré-bac plus 5 des masters pour excellence opérationnelle, donc accompagnement au changement, donc le terrain de jeu est magnifique. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a inversé l'entretien de recrutement où on a des candidats qui viennent et en fait, on leur dit, voilà, nous avons 45 minutes, entre 45 et 60 minutes à passer ensemble, mais c'est vous qui allez mener l'entretien de recrutement et pas nous. Et on voit les réactions, la manière dont c'est géré, et ça bouleverse un peu le mindset du candidat qui, du coup, s'était préparé à faire mon CV, le poste, et ça se gère d'une manière différente. On a fait forcément des supports derrière d'accompagnement pour pouvoir avoir la même analyse, mais n'hésitez pas à essayer de bouleverser cette expérience de l'entretien de recrutement et ça m'intéresse fortement d'avoir vos retours sur le sujet. Et comment adapter, je réponds à cette question directement, cette expérience pour les entretiens à distance en visio. Eh bien, c'est soit vous envoyez un mail avant, c'est surtout faire un brise-glace beaucoup plus fort qu'en face à face, puisque forcément il y a la visio, et la personne va être peut-être stressée de cet entretien en visio. Donc, soit il faut lui envoyer un mail pour le rassurer ou la rassurer avant, ne pas hésiter à dire, tiens, montrer que vous êtes à l'aise, que l'entretien, encore une fois, va être zen. Parce que combien de candidats on est obligé de rassurer, passer des fois 10 minutes avant, au début de l'entretien pour faire baisser la tension. Toujours dans le cas de MasterEJ, le post-recrutement. 2 termes anglais, nurturing et newsletter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, très peu d'entreprises le font. Et je pense que ça a déjà commencé depuis quelques années, mais le nerf de la guerre, ça va être ceux qui sont capables de se créer des communautés, puisqu'à chaque fois qu'on recrute, on est obligé limite de recommencer depuis le zéro, depuis le début. Et ceux qui ont été capables de se créer un site carrière avec une marque employeur qui leur ressemble tellement, qui ont réussi à se créer une communauté. Et cette communauté, ils continuent à l'animer à travers des newsletters. Nurturing, ça veut dire nourrir. Et à les nourrir, puisqu'ils se ressemblent, ils ont la même ADN. Donc, il y a des choses qui vont les intéresser. Parce que je suis fan de cette marque. Parce que j'ai aucune action chez Decathlon, mais par exemple, je suis fan du sport collectif. Eh bien, derrière, je vais recevoir des newsletters, des infos. Et ça va me parler parce que je suis sur le même ADN. Et au moment où il y a un poste qui va se libérer, eh bien, d'un seul coup, je vais être beaucoup plus sensible que les autres et je vais me faire preuve peut-être de recommandations. Et donc ça, c'est un travail qui n'est pas facile, qui est nouveau. On n'avait pas besoin d'investir là-dedans il y a quelques années. On se disait, il y a quelques années, c'est je passais une offre d'emploi, je triais les CV, je les voyais en entretien et je répondais aux candidats 1 semaine ou 2 après, savoir est-ce que je vous prends ou je ne vous prends pas. Ça a complètement bouleversé. On va se créer une communauté. Une petite chose, par exemple, sur le logiciel qu'on a développé depuis quelques années chez Me and My Boss, et j'avais un développeur informatique qui, à un moment donné, m'avait marqué carrément sur l'outil. À la place de candidat, il avait marqué prospect.
Et je dis, non, ce n'est pas un prospect, c'est candidat. Et là, le développeur me dit, oui, non, mais Sébastien, par rapport à ce que vous dites, ça, si, ça, elle est capable de le capter, ça ressemble plus limite à un CRM que… Et on est vraiment, depuis quelques années, dans ce système-là où il faut être capable de séduire, attirer les bonnes personnes qui vous ressemblent et une fois qu'on les a recrutées, de les garder. Je vois les questions et les réponses qui arrivent aussi. Oui, alors Stéphane, en effet, on me pose la question, avez-vous des conseils à nous donner pour les petites entreprises qui n'ont pas forcément le temps, les mêmes budgets que les grosses entreprises? C'est commencer, quand on dit commencer petit, c'est Mailchimp, par exemple, c'est des outils assez faciles. Être capable de se mettre de côté quelques articles, comment expliquer ça? Quelques articles ou événements que vous avez vécu dans l'entreprise pendant le mois. Par exemple, le mois de février, c'est passé ci, c'est passé ça. Vous, soit vous êtes capable, vous êtes assidu de LinkedIn et dans ces cas-là, vous faites un copier-coller de vos posts dans une newsletter que vous allez envoyer à cette communauté sur Mailchimp. Vous allez même être capable de voir s'ils ouvrent vos newsletters ou pas. C'est le budget assez réduit, ça demande, c'est plus du temps, en fait, consommation de temps. Mais c'est les tenir au courant. Dans les meilleurs jeux, ils sont même capables de se créer des comptes Instagram, par exemple, où il faut avoir une stratégie là-dessus. Son quotidien, je vais parler par exemple pour ma pomme, sur Instagram, je vais marquer à chaque fois que je fais des conférences où j'interviens dans des groupements d'entreprises sur des recrutements nationaux, je vais mettre des photos et je vais attirer des gens qui simplement se retrouvent dans notre image et dans nos valeurs. Newsletter, nous on a Océane et Marine à la communication chez nous, donc déjà on atteint une certaine taille qui nous permettent de développer d'autres choses. Mais voilà, il y a des outils, vous pouvez taper outils startup par exemple sur Google et vous allez avoir plein d'outils qui vont vous permettre de faire gagner du temps pour des petits budgets. Beaucoup d'éléments intéressants pour des moyennes à grosses boîtes qui ont un historique, des outils existants, mais pour une petite boîte qui propose un poste tous les 3 ans, ça paraît des grosses machines. Et oui, Philippe, je suis entièrement d'accord. Dans ces cas-là, pour une entreprise qui propose un poste tous les 3 ans, c'est du coup de se mettre carrément en mode chasse, ce qu'on appelle le chasse, c'est-à-dire que du coup, si j'ai un poste tous les 3 ans, je sais quel type de profil il me faut et c'est être capable de repérer tout simplement soit la concurrence, les personnes, de les approcher au fur et à mesure, 6 mois avant, 1 an avant, pour être capable justement de travailler à un terreau quelque part. Et donc dans ces cas-là, comme c'est vrai, vous n'avez pas besoin de mettre en place toute cette machine-là, puisque un poste tous les 3 ans, en effet, c'est de la stratégie unipersonnelle là-dessus. Tout à fait. Alors, j'entends Philippe qui me dit, nous avons une petite communauté, mais le vivier n'est pas assez grand pour y trouver des candidats. Mais c'est vrai que si vous avez un poste tous les 3 ans, il vaut mieux avoir une stratégie de frappe chirurgicale sur le sujet. Je continue, puis on va justement échanger, ça m'intéresse fortement parce qu'on se retrouve un peu comme sur le sujet de la communication quand j'ai créé Me and My Boss, à savoir comment on peut communiquer avec des petits budgets. C'est exactement ça. Par exemple, on arrive à la fin de ce webinaire, on va passer aux questions, mais j'appelle ça bonus recommandation. J'ai vu dans des entreprises, sur des budgets par exemple, vous pouvez voir qu'acheter une annonce sur certains sites d'offres d'emploi, c'est des budgets 600, 800, 1000 euros. Et un entrepreneur a proposé tout simplement de la recommandation plutôt qu'offrir des primes de 500 euros, qui était la norme, c'est-à-dire vous me recommandez quelqu'un qui est recruté dans l'entreprise, vous aurez une prime de 500 euros. Eh bien, a mis ça dans un week-end à Marrakech, par exemple, et a dit à ses salariés, voilà, j'offre un week-end à Marrakech à celui ou celle qui sera capable de me recommander quelqu'un qui sera recruté sur des postes de développeurs. Et figurez-vous que la plupart des entreprises ne repartagez pas forcément sur les réseaux sociaux l'offre, l'opportunité, le visuel. Sauf qu'à un moment donné, il y en a un qui a partagé, une personne a été recrutée et a gagné ce voyage. Et le chef d'entreprise lui a demandé tout simplement de prendre des photos de son séjour à Marrakech. Et la deuxième fois, il a fait monter les enchères, il dit maintenant, ce n'est pas Marrakech, c'est par exemple Londres, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? D'un seul coup, tout le monde s'est mis à participer. Tout le monde a partagé. Tout le monde a envoyé ça dans tous les sens. Donc, d'un budget d'une offre d'emploi, il a réussi à créer une recommandation, une incitation, puisque le visuel de voir le copain à Marrakech envoyer des photos au bord de la piscine a créé une motivation sur la création de souvenirs, en fait, quelque part. Donc, voilà, je voulais juste partager ça avec vous.
On va placer aux questions-réponses. Donc, je vais remonter simplement aux premières. La communication sur la marque employeur doit être ciblée aux typologies de profil, ça on l'a vu. Process super apprécié des candidats. Donc ça, oui, Maxime, c'est ce que je parlais du process Me and My Boss pour dynamiser. Les candidats d'un marché tendu apprécient de moins en moins les questions insolites qui leur semblent hors sujet sur leur candidature. D'autant plus que s'ils ne postulent pas et qu'on vient les chercher. Tout à fait, Alicia, sur des profils dits pénuriques, donc ça veut dire très peu de profils disponibles sur le marché, il faut une phase d'échange humain, par téléphone, justement pour éviter ça. Après, les questions insolites, si elles arrivent d'entrée de jeu sur la première question, en effet, on a fait énormément de tests, je crois qu'on a presque tout testé. Si on a une étape en 5 questions, ce n'est pas 6, ce n'est pas 7, ce n'est pas 1 ou 2, ce n'est pas anodin, c'est parce que justement, psychologiquement, on les fait passer par différents stades. Ensuite, une chose à retenir sur les candidatures, je vous assure, on a les sites d'offres d'emploi nous ont amené à faire postuler les candidats en un clic. Et je suis contre le fait de postuler en un clic, puisque quand on a fait l'étude de marché, c'était déjà en 2013, on demandait quelle est votre problématique en termes de recrutement aux entreprises venant d'un cabinet. J'avais toujours la même réponse et on me disait, Sébastien, c'est trouver le bon candidat ou la bonne candidate. C'est super. Et qu'est-ce qu'on a demandé derrière? C'est quoi pour vous un bon candidat? Et là, figurez-vous qu'on nous a montré des gens dans l'entreprise. On dit, Sébastien, cette personne-là, si tu m'en trouves 10, j'en recrute 10. Et on est allé voir comment il faisait pour postuler. Eh bien, figurez-vous qu'il ne postulait pas en un clic. Il faisait attention là où il postulait, il se renseignait sur l'entreprise, il faisait la lettre de motivation, même si ça allait fatiguer, il le faisait quand même. Et donc, on s'est aperçu que faire entrer dans un système conversationnel des candidats n'était pas un frein, bien au contraire. Ça nous permet de capter des gens qui sont beaucoup plus motivés. Je continue, parce que je vois les questions qui arrivent, et c'est génial. Comment adapter cette expérience sur les entretiens à distance en visio? Avez-vous des conseils à nous donner? Ça, on en a parlé. Est-ce que l'on peut recruter des franchisés par nature indépendants et des salariés avec une solution digitale? Oui, en fait, on peut, dans notre solution, c'est de la mise en relation entre une entreprise et un candidat. Que ce candidat soit en freelance, soit à la recherche d'une franchise ou salarié, ça ne vous échappe pas que l'actualité montre qu'il y a de plus en plus de freelance, de personnes qui veulent se mettre à leur compte. Nous, ce qu'on va gérer, c'est la mise en relation. Comment faire face à des candidats qui ont des prétentions salariales exorbitantes par rapport au marché? Eh bien, Laura, c'est très compliqué. Je n'ai pas de solution miracle, si ce n'est que ce que l'on peut percevoir au démarrage. Côté entreprise, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que je compare ça au domaine de l'immobilier. Au départ, on veut acheter une maison avec 3 chambres, avec la piscine pour un budget de temps. Et puis, on s'aperçoit sur le marché que eh bien, c'est compliqué. Donc, il faut laisser le temps au candidat ou à l'entreprise de se rendre compte que ça va être très, 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 très compliqué et on revoit à la baisse ses prétentions ou exigences. Si la personne est déjà en poste, malheureusement, il faut plus la tenir en veille et jouer sur le sens, mais ne pas chercher à la recruter à tout prix. Par expérience, je peux le dire, on a recruté pour pas mal de fonds d'investissement sur des startups. On a été chercher des gens aux compétences, mais qui n'avaient pas forcément la motivation et l'ADN qui allait avec, et ça peut poser problème derrière. Comment valoriser les métiers viticulture, par exemple, auprès des institutions, écoles, centres de formation qui valorisent souvent les métiers manuels, hors job dating? Ça peut faire preuve de brainstorming, parce que forcément, Alissa, c'est des sujets, moi j'adore, mais qui vous obligent du coup à être très malin et à sortir un peu du système. Au niveau des écoles, c'est être capable de faire des interventions, mais ça veut dire des interventions qui vont être axées sur les étudiants, sur leur ego, sur leur moi. Qu'est-ce que ça va leur apporter d'avoir une intervention, par exemple, dans le domaine de la viticulture? C'est comment les intéresser, comment donc c'est du message, on est limite sur de la com, et après sur un événement où ils vont vivre une expérience, et l'objectif est qu'ils sortent de cette expérience en se disant je ne connaissais pas la viticulture, dis donc, ça pourrait m'intéresser. Je ne peux pas le traiter là, comme ça, et ça serait très prétentieux de dire que je suis capable de le traiter, mais c'est des sujets qui demandent de sortir de ces zones de confort et de faire preuve d'idées. Comment donner envie aux candidats d'échanger quand on recrute sur un marché très tendu? Ils vont avoir de nombreuses approches de recruteurs. C'est le cas, par exemple, des développeurs, mais pas que. On trouve sur les commerciaux, sur Paris, pareil, ils sont très démarchés. Donc, c'est comment sortir du lot. Déjà, on fait un
un message, on arrête avec le message, ou du moins, si les autres recruteurs continuaient, où je vois des messages « Bonjour, Benoît, tu es le développeur qu'il me faut, j'ai un poste en or pour toi, est-ce qu'on peut échanger ensemble je t'invite au restaurant. » Et je caricature à peine. Hein. Je caricature à peine parce que je l'ai vu avec certains candidats. Donc, il faut faire une approche ultra personnalisée du candidat et donc ça prend du temps sur des postes pénuriques. C'est être capable d'étudier et de dire « j'ai vu que vous êtes passé dans telle structure et je sais que dans telle structure, ils font telle formation. » Or, il s'avère que j'ai un client, sans citer le nom, qui recherche ce type de compétences. Après, je ne sais pas si vous êtes ouvert à des opportunités. Tout est une approche qui va se faire pour, encore une fois, sortir de l'océan rouge et s'intéresser pour de vrai à la personne et non pas faire du personnalisé et envoyer 20 messages similaires. Je continue dans les questions. Avez-vous des solutions inclusives pour la situation Patricia? C'est un sujet qu'il faut que l'on traite. Sincèrement, handicap, on en a parlé encore il y a peu de temps et ça nous tient à cœur. Donc, pas encore, non, mais c'est dans les tuyaux. Hop, alors, bonjour. Je lisais les réponses. Pas très écolo comme action. Ah mince, j'ai loupé un. Philippe. Une question. Donc, je reviens, tac, tac, tac. Je reviens sur les réponses. Voilà, si je pense avoir répondu à toutes les questions, motivation, quelles sont les motivations des candidats aujourd'hui pour venir travailler dans notre entreprise? Vous allez, encore une fois, tout il ne faut pas se survendre. C'est, par exemple, les entreprises dans le domaine du commerce qui travaillent le samedi éprouvent énormément de difficultés à trouver des personnes qui veulent bosser le samedi. Donc, on a deux solutions. Soit on se braque et on se dit ouais, le travail, c'est pas comme nous, on l'a appris, nous, on travaille le samedi. Soit on essaie de trouver des solutions. Et les solutions, c'est quoi? C'est être capable de donner du sens à ce qu'on fait, donc c'est jouer le collectif. Tout ça paraît très facile à dire. Dans le concret, c'est un peu moins facile, mais c'est ce qu'on appelle de l'intelligence collective. Et je avais de plus en plus d'ateliers justement sur ce thème-là où on va faire rentrer dans un système collectif des personnes. Une chose que je n'ai pas dit, dans le recrutement, par exemple, sauf si ça le nécessite sur certains postes, quand la personne est individualiste dans une entreprise, ça peut être souvent source d'échecs. Je prends le stéréotype du commercial qui part tout seul, qui va vendre, et peu importe comment il vend, il va dire derrière, non, mais moi j'ai fait mon job, j'ai vendu, après c'est à vous de vous débrouiller. Combien j'en ai vu qui vendaient de manière très individualiste, très préoccupés par eux, et non pas l'entreprise. Et donc ça, c'est une chose dans laquelle il faut faire très attention. Donc pourquoi je parle de l'individualisme? Parce que derrière, si vous arrivez à créer un mouvement, un collectif, eh bien vous allez intéresser les gens tout simplement à des objectifs ensemble. Sur le samedi, dernière chose, j'ai vu il y a peu de temps des salons de coiffure qui n'ouvraient pas le samedi, tout simplement, qui travaillaient du lundi au vendredi. Et c'était un choix, j'étais assez surpris, mais ça montre aussi des mouvances ou des adaptations de certaines entreprises. Oui, un replay sera disponible pour Alexia qui me demande, parce qu'elle s'est connectée un peu tard, sans aucun problème. Écoutez, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On se connecte. Je vous propose de se connecter sur LinkedIn, même si on peut échanger derrière, ça sera avec grande joie. Vous avez compris, je suis très passionné par le domaine du recrutement. Parce qu'aujourd'hui, on se développe en France, mais si le nom Me and My Boss a une consonance anglaise, ce n'est pas par hasard. C'est simplement que les chasseurs de tête dans les années 50 sont venus en France pour nous montrer comment recruter. On aimerait bien, avec la French Touch, inverser la tendance et remettre en connexion, se servir du digital pour remettre en connexion les candidats et les entreprises avec de l'humain au milieu. Comment attirer les candidats qui ont eu une mauvaise expérience à une société du même type? Ah ben ça, je suis entièrement d'accord, c'est une grosse problématique. Là, on parle de conseil intérim cabinet. Il va falloir faire une approche qui sera peut-être un peu plus longue, où je prends le domaine de l'assurance. Le domaine de l'assurance, par exemple, ou de l'immobilier, mais prenons l'assurance. Une nouvelle génération, si vous mettez conseiller commercial assurance, ne va même pas postuler parce qu'il se précode sur
En fait, le métier, ils se disent, c'est avance sur com. Je vais être pressé comme un citron. On va utiliser tout mon réseau de copains, associatifs, famille. Et après, on va m'éjecter au bout de 6 mois, une fois qu'ils auront pompé mon carnet d'adresse. Ça, c'est ce qu'on peut entendre. Après, derrière, quand on cache l'identité, par exemple, nous, ce qu'on fait quand on cache l'identité, qu'on met chargé de clientèle, domaine de la finance, et que là, on montre le logiciel utilisé, les salaires, ce n'est pas un salaire, un fixe à 500 €, il n'y a pas d'avance sur com, il y a une formation, que derrière, il peut y avoir des voitures de fonction, une gestion de carrière. Là, d'un seul coup, ça change l'image. Donc, c'est comment on arrive à changer cette image-là, et là, c'est assez compliqué, pour justement être capable de discuter avec le profil. Quand vous avez des candidats qui sont passés par des cabinets de recrutement qui ont eu tendance à être un peu stressants d'entretien, eh bien, certains ont du mal. Donc, il n'y a pas, j'ai envie de dire, c'est à la carte. Que pensez-vous de l'employabilité des seniors? Je pense qu'aujourd'hui, ils ont une carte à jouer sur le côté freelance. Enfin, quand je dis freelance, c'est-à-dire que les seniors ont une valeur ajoutée. Certaines entreprises se préconisent sur le fait que qui dit senior dit salaire élevé, dit pas envie de faire certaines choses. Je caricature, mais c'est j'ai plus envie de faire du phoning. Je prends l'image du commercial. Faire du phoning, j'ai passé l'âge, quoi. C'est des choses qu'ils ne veulent pas entendre. Donc, si le senior est capable de montrer une motivation en disant « moi, je vous fais gagner du temps avec ça, c'est quoi la valeur ajoutée que je vais vous apporter ?» En étant très pragmatique, je vais être capable de vous amener ça. Derrière, j'entends de plus en plus d'entreprises qui sont ouvertes justement à la discussion. Je l'ai vu il y a pas plus tard qu'hier sur Tours, des personnes qui postulaient d'entre 55 et 60 ans, et le dirigeant qui en a 35 est hyper open parce qu'il veut profiter du savoir-faire justement de ces personnes qui ont une expérience qui vont lui permettre de franchir un pas. C'est une histoire de mindset parce qu'on parle souvent des candidats, oui, il n'y a pas assez de candidats, mais il y a aussi côté entreprise où il faut faire un changement. C'est vraiment des deux côtés. Quelques conseils pour un bon off-boarding. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, pardon, excusez-moi. Aujourd'hui, on est dans un système où quand on va se séparer de certains salariés, on va y faire attention et on va faire du off-boarding, marque employeur. On va justement accompagner pour que ça se termine bien et que derrière, si la personne communique et même face ce qu'on appelle un effet boomerang, peut être réemployé par l'entreprise, eh bien, on va mettre en place des systèmes justement d'accompagnement. Donc, off-boarding, ça veut dire quoi? Ça veut dire si la personne va dans une autre entreprise, il n'y a pas besoin, à part faire en sorte que tout se passe bien, qu'il y ait un pot de départ, enfin des choses assez habituelles. Si la personne, par contre, est fatiguée, a envie de faire une pause ou n'est plus sur son poste et fait une rupture conventionnelle, c'est être capable même de, derrière, pourquoi pas lui offrir un bilan de compétences ou des choses comme ça qui vont lui permettre de rebondir. Quelle est la meilleure manière d'annoncer une candidature n'a pas été retenue? C'est d'être transparent sur le pourquoi. Voilà, par rapport, plus on est transparent et pragmatique, et ce n'est pas facile, parce qu'on n'aime pas annoncer des mauvaises nouvelles. Mais c'est de dire, voilà, pour le poste, nous avons besoin d'une personne qui sache faire ça, ça, ça et ça. Il s'avère que vous, c'est OK pour ça, c'est OK pour ça. Par contre, pour cette partie-là, vous avez une personne qui a postulé, qui est au-dessus de qui a plus d'expérience que vous. C'est être capable de l'expliquer. C'est pas facile parce que souvent, on n'apporte pas de réponse ou de réponse précise, où on a tendance à infantiliser les candidats. Et qu'est-ce que ça a comme résultat? Des personnes qui fantasment sur oui, il n'y avait pas si, en fait, ils ne cherchent pas vraiment à recruter. Enfin, j'entends de tout. Alors que j'ai remarqué que tous les recruteurs ou les recruteuses qui sont capables d'expliquer de manière pragmatique pourquoi la personne n'a pas été recrutée, voilà, écoutez, très bien. Nous, on a des messages qu'on publie régulièrement sur LinkedIn de personnes qui n'ont pas été retenues, mais qui ont aimé justement la sincérité des échanges. Je continue, hop. Donc, oui, je vois certains qui quittent le webinaire, donc il y aura un replay. Je vous remercie d'être venu, il est 11h moins 5. N'hésitez pas encore à poser des questions, je vais rester là et puis je vous souhaite une bonne journée. On se connecte sur LinkedIn si vous le voulez et partagez vos expériences, j'en serai ravi. Le recruteur peut certes avoir des valeurs et optimiser l'expérience candidat, mais impossible d'être certain que le client, l'employeur final, aura les mêmes valeurs sur le long terme. Oui, Félicie, et c'est souvent une problématique quand on est recruteur externe. La plus grande frustration du recruteur, c'est quand on a été capable de
capter le candidat qu'il faut, la candidate, hein, et qu'à un moment donné, il y a un manager qui apparaît qu'on ne connaît pas dans l'entreprise, dans le onboarding cette fois-ci, et qui va pas faire les choses comme il faut, et ce qui fait que derrière, on a l'impression d'avoir s'aborder un peu ce recrutement, et on n'a pas cette maîtrise-là de l'onboarding, donc d'où un suivi qu'il faut faire, mais c'est la frustration du recruteur. Est-ce que la méthode fonctionne pour le recrutement des agents commerciaux? Michel, oui, alors les agents commerciaux est un métier qui est en train qui est, je ne vais pas dire qu'il disparaître, sinon je vais me faire des ennemis, mais où on va plus, le phénomène agents commerciaux, c'est pour rappel des personnes qui prennent des cartes de certaines marques de distributeurs pour, sur une zone géographique, être capable de dire je représente, je ne sais pas moi, telle marque de meubles, telle marque de tracteurs, de n'importe quoi, ou de tissus, et qui, sur cette zone géographique, vont représenter cette marque-là. De plus en plus, les entreprises internalisent des forces commerciales salariées. Mais il est possible justement de plus en plus d'avoir des personnes qui se mettent en auto-entrepreneur et qui se spécialisent sur un secteur. Attention juste à la requalification à un moment donné. Si la personne a un seul employeur, agent co, c'est plusieurs cartes, donc il a plusieurs activités. Ça peut être requalifié en poste de CDI, mais ça devient de plus en plus rare sur le marché. Faites-vous une analyse d'environnement du poste. Alors oui, on a mis en place un outil qui s'appelle le Job Description Canvas, où en fait on a la future recrue et son environnement à 360, qui va nous faire ressortir les personnalités d'adéquation, et c'est toujours bien de se poser la question, et surtout sur les tâches au quotidien, on va faire ressortir les compétences d'un côté, les compétences clés, et puis du coup avec l'environnement avec qui la personne va être en contact, mais quelle personnalité elle doit avoir. Les zones de vigilance, et puis on va y coller les valeurs. On va mettre tout ça et ressortir des mots-clés qu'on va vérifier en entretien ou à travers le CV. Mais Daniel, c'est très très bonne question parce que c'est primordial. On avait tendance à recruter les personnes uniquement sur les compétences et avoir la personnalité après. 40% d'erreurs de recrutement au bout de 6 mois. Et parce qu'on avait tendance justement à mettre un peu la personnalité de côté. Est-il préférable de faire ces retours négatifs par téléphone à tout prix ou les retours mail sont suffisants? Plus on les fait, alors quand vous avez eu la personne dans l'entretien téléphonique, c'est mieux forcément de l'avoir en téléphone. Encore plus si vous l'avez vu en face à face. Si derrière, pour un courtier en pré-IMO, on avait appelé tous les candidats pour la marque employeur, un par un, c'était il y a quelques années, je me souviens, qui avaient postulé, à qui on disait non, on les appelait pour leur dire au téléphone et on leur laissait un message, alors qu'ils avaient juste répondu à l'annonce. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas eu un contact, mais sur un premier abord, première analyse de candidature, on voyait que ce n'était pas en adéquation, on laissait un message. Ça, c'est le top si on est capable de faire ça, parce qu'en termes de marque employeur, personne, très rarement, n'est capable de le faire. Hop, je vois certaines personnes qui nous quittent. Donc, je vous souhaite une bonne journée aux personnes qui nous quittent. Merci pour les félicitations, les retours. Facteur de réussite d'échec, orga, personnalité. Ouais. Merci et bravo pour la presse. Je vous remercie vous aussi dans les petites équipes d'intégration d'un nouveau talent pour mettre un équilibre existant. Ah bah, Benjamin, tout à fait. Comment inclure les collaborateurs dans le process de recrutement? Eh bien, dès le départ, c'est réfléchir aux tâches qu'il va faire. Donc, si vous avez une idée bien précise, sous forme de post-it. On a besoin d'une personne, pourquoi? C'est quoi la valeur ajoutée qu'on va rechercher chez cette personne-là? La personnalité. Faire en sorte de demander l'avis, et c'est vous à la fin qui êtes décisionnaire, c'est-à-dire que vous recueillez, voilà, je vais parler français, vous allez pouvoir recueillir justement les avis de tout le monde et dire à la fin, je ferai le choix et présenter une fiche, un persona de la personne que vous allez devoir recruter. Mais un atelier post-it sur un café, entre midi et deux, avec des sandwichs ou autre, si vous avez la chance de pouvoir faire ça, c'est énorme parce que du coup, les gens se sentent impliqués et ont donné leur avis sur le recrutement. Et censé se suivre, Daniel, oui, outils à disposition, IT, pardon pour mes messages successifs, essentiels. Est-ce que vous pouvez préciser, Daniel, sur les outils à disposition? Hop. Merci, Michel. Et à vendredi, oui, parce qu'on fait partie d'un groupe d'entreprises qui s'appelle BNI French Connection, un BNI national d'entreprises qui se développe au niveau national. Donc, Michel, au plaisir de te voir vendredi.
Ben, écoutez, je vois les personnes qui se déconnectent. Je vous remercie d'être passé sur ce webinaire. Il sera en replay. On pourra continuer la conversation. Je serais très, très curieux si vous avez des pratiques, des choses un peu décalées justement, que vous avez pu expérimenter sur l'entretien de recrutement, sur la manière de postuler, la manière de faire entrer les candidats. J'en serais ravi. Et derrière, on pourra continuer cet échange. Merci Daniel. Merci. Ouais, Daniel, je vous propose qu'on se connecte parce que je vois tout le monde qui s'en va et comme ça, on pourra échanger de vive voix s'il faut. Merci encore. Merci à tous. Excellente journée et à très vite sur LinkedIn pour la suite en replay. Bonne journée. Merci. Au revoir.